Lisa, merci d'avoir accepté mon invitation dans ce podcast. Merci à toi. Ma première question, ce serait tout simplement de te décrire en une phrase ou quelques mots qui définissent la personne que tu es. Ok. Je dirais que je suis une meuf simple qui a survécu à l'enfer de la maladie et qui essaye de vivre avec tous les jours et de vivre tout court le plus possible. Et du coup, le nom de mon podcast, c'est Aerakura, la force du mental. Et en fait, si tu veux, Aerakura, c'est la déesse de l'épanouissement. Il y a une phrase qu'elle dit qui est: tu viens juste de commencer, alors sois patient envers toi-même et le cheminement que tu as entrepris et n'abandonne pas. J'aimerais savoir si cette phrase te parle. Ouais, Qu'est-ce qu'elle t'évoque? ouais, elle me parle beaucoup et c'est vrai que, en fait, il y a pas de trace écrite de comment on doit vivre, comment on doit faire et comment on doit vaincre les obstacles. Donc j'aime bien le côté indulgent et juste, ouais, je sais pas, cette phrase me parle beaucoup. Ok. Et juste, t'as quel âge? C'est vrai que tu l'as pas dit dans ta Ouais, description. j'ai 23 ans. Ok. Et j'aimerais savoir un petit peu, si tu es d'accord, de parler un peu de ton enfance, adolescence, comment tu as Ouais. vécu ces périodes de la vie. Certaines personnes le vivent très mal. Comment toi, tu as vécu tout ça? Comment tu as vécu aussi ta scolarité, le système scolaire? Est-ce que tu arrivais à rentrer dedans? Est-ce que c'était galère pour toi un peu à ce niveau-là? Bah, j'ai une enfance qui était une très belle enfance. Un divorce de mes parents, bon, comme tous les enfants, ça n'a pas été une période facile, mais on s'en est plutôt très bien sorti toute la famille. Une adolescence sympa aussi, bon, des hauts, des bas, comme tous les ados, je pense. Et puis au niveau études, c'était vraiment, j'ai toujours été une bonne élève, j'ai toujours apprécié aller à l'école, en cours, collège, lycée. J'ai toujours eu un profil très littéraire, mais étonnamment, j'ai fait un bac en mécanique. Ok. Voilà, c'était super chouette. J'aimais aussi beaucoup les sciences, mais j'étais pas très forte. Du coup, je suis partie faire une licence d'histoire qui n'a absolument rien à voir. Ça m'a pas vraiment accroché en fait. Je crois que je n'étais pas vraiment faite pour les études à la fac. Et j'avais pensé un temps justement à faire soit un BPGEPS pour me remettre côté sport ou peut-être STAPS, mais finalement la vie a fait que j'ai cherché du travail. J'ai trouvé un CDI dans lequel j'ai été super bien, le temps de réfléchir un peu à ce que je voulais faire par la suite, etc. Et, euh, et ensuite, je suis tombée malade, en gros. Ok. Et du coup, ta maladie, elle est arrivée quand? Elle est arrivée en octobre 2023. Enfin, elle a été décelée en octobre 2023, mais on pense que j'étais malade depuis début d'été 2023. Donc là, Ok. ça fait un peu plus de 6 mois, un peu plus que ça. Un an, mais ça fait un an. Et du coup, est-ce que tu peux expliquer ce que tu as comme maladie et Oui, comment on est arrivé à la détecter? bien sûr. Donc j'ai un angiosarcome cardiaque. Donc c'est une tumeur qui se trouve dans l'oreillette droite du cœur. C'est une tumeur qui est cancéreuse et qui est incurable. Et je pose ce mot-là parce que c'est vrai que c'est quand même une partie très importante de ma vie, le fait que ce soit incurable. Selon les médecins, après, il y aura évidemment il y a des essais thérapeutiques, etc. Mais donc voilà, j'ai un cancer dont la tumeur se situe dans le cœur et qui ne peut être ni opéré, ni on peut pas faire de greffe de cœur, ni rien du tout. Et donc elle a été décelée en fait donc en octobre 2023 puisque j'étais en insuffisance respiratoire parce que j'avais des métastases, donc des petites tumeurs qui s'étaient développées dans les deux poumons. J'étais en train de me noyer de l'intérieur puisque j'avais les poumons remplis de liquide. Donc du coup, je suis allée aux urgences parce que j'arrivais plus à respirer et que j'avais beaucoup de douleurs à plein d'endroits dans le ventre et dans les poumons. Et en fait, les médecins ont décelé ça après avoir pensé à d'autres pathologies telles que l'embolie pulmonaire, par exemple, qui est pas très grave comme pathologie. Et en fait, avec les examens, on a découvert que c'était
bien plus grave que ça et que c'était un cancer. Mhm. Et qui est assez rare. On est très peu en France à avoir ce cancer-là. Et du coup, tu apprends ça, tu as 22 ans, 21 ans? C'est ça, 22 ans. Ouais. Quand on te donne les résultats, c'est quoi qu'est-ce qui te passe par la tête? Quelles sont peut-être tes réactions? Qu'est-ce que tu te dis? Au début, j'ai l'impression que c'est un peu irréel. Et même pendant plusieurs jours, j'avais un espèce d'espoir, peut-être bête, mais quand un médecin rentre dans ma chambre d'hôpital et me disent bah en fait on s'est trompé, c'est pas vous. Mais donc en fait j'y croyais pas trop, j'ai pas trop réalisé et donc quand le médecin est rentré dans le bureau et nous a dit tout ça, j'étais avec mon conjoint et ma mère. Eux ont compris et se sont un peu effondrés et moi pas du tout. J'ai pleuré peut-être 2 minutes. Et en fait, je pense que j'ai vraiment pas réalisé. Je me suis mis de suite en mode automatique. Ouais, voilà, je pense. Et le médecin, du coup, quand il t'annonce ça, qu'est-ce qu'il te dit en plus? Parce que, tu vois, des cancers, il en existe plein de sortes différentes. Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce qu'il est directement, allez, cash? Est-ce qu'il passe un peu... Et il est cash. Par contre, il est pas. En fait, il me donne pas beaucoup d'infos parce qu'il n'avait eux-mêmes pas beaucoup d'infos puisque du coup, comme c'est un cancer assez rare, bah, on connaît pas trop la pathologie. Donc le médecin m'a dit à ce moment-là que donc j'avais un cancer et qu'on allait donc ils m'ont transféré dans un institut à 3 heures de chez moi, un institut spécialisé dans les cancers pour vérifier cette masse. C'était ses propos. Et en fait, on n'a pas vraiment compris. En fait, moi, j'avais vraiment l'impression d'aller dans cet institut pour être sûre que cette tumeur n'était pas vraiment cancéreuse, pas très grave. Donc, les médecins étaient assez cash. Mais en même temps, ils disaient pas tout parce que je pense qu'ils voulaient pas me donner de faux espoirs ou me faire peur. Mhm. Et puis, est-ce qu'il savait réellement tout totalement? Non, pas vraiment. Pas Ouais. vraiment. Parce que, en fait, le médecin que j'ai vu nous a dit que, bah, voilà, lui, il avait jamais vu ce cancer-là et que il n'était pas à même du tout de me soigner parce que, bah, en fait, il savait pas comment me soigner, enfin, comment procéder en tout cas. Et après, ça, je l'ai appris plus tard, mais parce que je pense que je l'ai un peu j'ai pas voulu le voir sur le moment, mais en fait, j'étais enfin, mon pronostic vital était engagé plus en fait. Donc, moi, j'avais pas l'impression, mais en fait, à ce moment-là, c'était très très grave. Mhm. Et tu parlais de toi, ta réaction quand tu as appris ça. La réaction de ton entourage, elle était comment? Bah, pareil, tout le monde était un peu choqué en fait parce que d'une part, on a heureusement pas de maladie comme ça dans ma famille, donc ça pouvait pas être héréditaire ou quoi, et en l'occurrence, c'est même pas héréditaire. Mais en plus de ça, ben moi, je suis quelqu'un d'assez, à la base, je suis quand même sportive, je mange bien, je fume pas, je bois pas, enfin, j'ai une hygiène de vie qui est quand même assez correcte, très correcte, et donc c'était un peu, bah, le ciel nous est tombé sur la tête un peu, et je crois que personne a voulu trop y croire et en même temps, je pense que mes proches m'ont pas vraiment dit comment eux se sentaient parce qu'ils voulaient vraiment me protéger en fait. Mhm. Parce que je me dis, est-ce que, tu vois, durant une maladie, est-ce que c'est pas parfois difficile si tout le monde est tout le temps à te demander comment ça va, tout le temps aux petits soins? Est-ce que peut-être parfois tu as juste envie de dire, bah, enfin, On n'en pas parle plus. laissez-moi tranquille, mais tu vois. Bah, en l'occurrence non parce que en fait mes proches enfin ils me connaissent très très bien. Je suis très proche de ma famille etc. Qui a été très là pour moi pendant ces moments-là, même mes amis. Et en fait, pendant les moments où je souffrais, justement, j'avais besoin de dire ma souffrance. Ils étaient là pour l'écouter. Et après, effectivement, quand j'allais mieux, euh, eux-mêmes n'en parlaient pas tant que ça si moi j'abordais pas le sujet. Donc, ils se sont un peu calqués à moi, en fait, je pense. Ok.
Ouais, c'est bien ça. Ça doit être plus facile, entre guillemets, enfin, Très. pour toi à gérer tout ça aussi. Ouais, carrément, carrément. Et du coup, comment, une fois qu'on t'annonce ça, comment ça se, enfin, qu'est-ce qui s'ensuit? Est-ce que ça va très vite pour tout ce qui est chimiothérapie, etc. Comment ça fonctionne, entre guillemets? Alors, encore une fois, c'est dans mon cas, ça dépend complètement des cancers, hein. Moi, ce qui s'est passé, c'est que donc je suis arrivée aux urgences le jeudi. Le vendredi soir, on m'a transférée dans un institut, du coup, parce que l'hôpital dans lequel j'étais, c'est un hôpital classique et ils étaient pas à même de faire quoi que ce soit pour moi. Donc, on m'a transférée, on m'a mis après directement sous oxygène puisque j'avais du mal à respirer. Et ensuite, c'est enchaîné. Dans le week-end, je crois que j'ai été tranquille, mais c'est enchaîné ensuite la semaine d'après très rapidement. Une biopsie, un drain, il y avait quoi, une sonde urinaire aussi puisque j'étais alitée 100%, et une chimiothérapie qui a dû commencer à J+4 de la découverte, quoi. Donc ça a été très très rapide. Ok. Et comment ça se passe déjà une chimiothérapie? Ça dure combien de temps? Et bah, je me doute que ça doit être très fatigant, mais c'est quoi les impacts que tu as sur toi? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent, on connaît de nom la chimiothérapie, mais au final, on ne sait pas comment ça se déroule, on ne sait pas Ouais, c'est quoi les symptômes post-chimio, etc. Tu vois? tout à fait. Bah, du coup, là actuellement, je suis en protocole de chimio, donc j'ai l'expérience de 2 chimios différentes. La première qui s'est passée, encore une fois, je ne sais pas du tout si c'est une chimio qui est courante ou pas. La première, en fait, c'était sur 3 jours. Pendant 3 jours, on me mettait un produit qui est donc la chimiothérapie. Et ensuite, pendant 21 jours, j'étais tranquille. Enfin, il y avait 21 jours de pause. Puis à nouveau 3 jours, 21 jours de pause, etc. À raison de, je crois, 3 heures par jour pendant les 3 jours où il y avait vraiment le produit qui passait. Et ensuite, c'était on rinçait et tout parce que c'est un produit qui est très très violent pour le corps. Et pour cette deuxième que je fais actuellement, j'ai en fait pendant 2 heures par jour, enfin comment expliquer, un jour par semaine, pendant 3 semaines, j'ai 2 heures de de chimio. Enfin, on me met un produit pendant 2 heures, je vais à l'hôpital pendant 2 heures, et ensuite donc c'est une fois par semaine pendant 3 semaines, puis une semaine de pause, et à nouveau une fois par semaine pendant 3 semaines, etc. Mhm. Et du coup, pendant la chimio, tu as beaucoup de fatigue, etc. Est-ce que tu as des symptômes particuliers? Alors les plus connus, ça va être justement la perte de cheveux. Moi, j'ai perdu mes cheveux, mais tous mes poils en fait, pas que mes cheveux, mes sourcils, mes cils, tous mes poils. Après, moi, je m'y étais préparée à ça. Je savais que j'allais perdre mes cheveux, donc c'était pas, je m'en fichais un peu. C'était pas évident, évidemment, mais s'il fallait ça pour survivre, bah on y allait, quoi. Mhm. Et c'est vrai, je fais une petite parenthèse, mais avec ma famille, on a des mots qui sont un peu précis par rapport à tout ça. Et par exemple, quand je vais en chimiothérapie, on dit que je monte sur le ring de boxe. Et quand il faut faire un truc pas cool, bah, à chaque fois, je leur dis, bah, c'est pas grave, on y va. C'est des Mhm. phrases un peu qui sont restées, quoi. Et donc après, il y a le très connu, on vomit tout le temps. Parce qu'en fait, les produits sont très violents et en général, on peut pas avaler grand chose, ou alors on garde pas grand chose dans le ventre. Et puis après, il y a énormément de fatigue. C'est genre, moi, je dormais de 20h à midi avec une sieste l'après-midi, quoi. Ok, ouais. Et Et- là, c'est pareil, je fais des grosses nuits et je dors la journée aussi un peu parce que la chimio est violente, mais il y a aussi, par exemple, la morphine qui fatigue énormément. La morphine qui est là parce que du coup, le cancer induit des douleurs et la chimiothérapie induit des douleurs dans mon cas. Donc, mais du coup, ça, ces douleurs-là, ces fatigues, c'est durant le protocole de chimiothérapie, donc c'est sur quoi, un mois? alors moi, le premier protocole, il a duré de octobre à fin janvier,
si je dis pas de bêtises. Ok, ouais. Donc c'est long. Et là, le protocole que je viens d'entamer, on a entamé pour 6 mois. Ok. Donc Donc ça veut dire que c'est c'est long. 6 mois de fatigue, etc. Exactement, tout à fait. En sachant que là, mon corps est encore en forme, mais plus les chimios avancent et plus je vais être fatiguée. Ok. Donc Et, épuisant, quoi. et comment ça, je trouve ça ouf, comment tu arrives à gérer tout ça mentalement, physiquement? Qu'est-ce qui, parce que je pense que si ça nous arrive, tu peux vite tomber sur un peu de la déprime, etc. Un peu te dire, ben, ça me saoule. Mm. Comment toi, tu arrives justement à garder le smile comme tu as là maintenant? C'est vrai que c'est un truc qu'on m'a beaucoup demandé. Alors, faut savoir que déjà, je suis très bien entourée. J'ai une chance immense d'avoir un entourage amical, familial, amoureux qui est génial. Et ensuite, avant d'être malade de ce cancer, j'ai été, enfin, je suis suivie depuis pas mal de temps pour une psychothérapie. Et donc, j'ai appris à avoir les outils pour aller mieux ou en tout cas savoir à qui parler quand ça va pas et avoir les ressources parce qu'en fait on a en nous des ressources qui sont énormes et que souvent on ne sait pas qu'on a avant d'en avoir besoin et je pense que ça m'a aidé parce que du coup je sais me gérer je, je sais pas j'ai les outils en fait j'ai les outils pour garder le moral. Et est-ce que à côté de tes proches, est-ce que tu as peut-être des activités qui t'aident Carrément. bah, ouais, à prendre du kiff, clairement, à prendre du kiff, ou peut-être des activités que tu faisais pas avant et que tu as commencé à faire depuis. Bah, j'ai toujours été un peu genre, faut profiter à fond, mais sans être dans le on n'a qu'une vie. J'étais pas vraiment dans ça. Et là, comme je sais que bah, j'ai pas autant d'années à vivre que mes proches, bah, il faut que je les vive à fond parce que j'ai pas envie de regretter. Et surtout, pour toutes les fois où je suis à l'hôpital sur mon lit en train de souffrir, et ben j'ai tous ces souvenirs qui viennent m'aider en me disant regarde t'as fait ça, c'était bien, c'était et c'est comme un bagage en fait. Et après bah du coup donc je travaille plus évidemment. Et du coup, bah, toutes mes journées, je peux les consacrer à absolument tout ce que je veux, hors rendez-vous médicaux. Et donc, je peux avoir mes passions à fond. Donc, en l'occurrence, la lecture, c'est genre la passion, ma plus grande passion. Et puis après, il y a le sport quand je pouvais en refaire. Euh, après, l'écriture, le dessin. En fait, j'ai un million de passions, donc donc je m'occupe, je m'ennuie absolument jamais. Et effectivement, il y a plein de choses que j'ai jamais osé faire avant. Et là, je me dis, bah en fait, enfin, si je les fais pas maintenant, je les ferai jamais. Donc, je me suis lancée dans des trucs. Typiquement, j'ai acheté un paddle. J'ose essayer des trucs que j'osais pas avant, le genre jouer au billard. J'ai toujours eu une peur un peu qu'on me juge quand je savais pas faire quelque chose, donc j'ai jamais osé, par exemple, apprendre à jouer au billard. Ok. Mais j'ai appris à jouer au billard et au final j'adore. Pareil pour le golf. Jamais j'aurais osé avant aller faire une initiation au golf. Je l'ai fait et j'ai trop kiffé. En fait, ça me donne. Je me dis que, bah, en fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Donc, let's go, quoi. Et puis, au Mhm. pire, on me juge et c'est pas grave. Et avec tout ce que j'ai vécu avant, bah, en fait, on s'en fout du jugement, quoi. Mhm. Après, le jugement est pas forcément facile. Et ça me fait penser à autre chose quand j'avais plus, enfin, quand j'étais vraiment au plus bas de la maladie, que j'avais plus de cheveux, plus de poils, que j'étais maigre, j'étais en fauteuil roulant. Le regard des gens est très très dur. Et je me dis, mais en fait, je vis des trucs tellement durs que le regard des gens, on s'en fout. Parce que c'est pas eux qui vont demain venir m'aider en chimiothérapie. Donc c'est un truc qui m'aide aussi à avancer. Un peu comme si tu vivais ta pire honte et après, bah, finalement, les petites hontes, elles n'existent plus parce que t'as vécu pire, tu vois. Ouais. En fait, tout ça te permet de relativiser sur plein de trucs et de faire des choses que tu n'osais pas Carrément, avant. c'est Ouais, ça. non, bah, tu tires du positif un peu de la situation en faisant Ouais, ça, je trouve. Et du coup, tu dis que la maladie est incurable.
Ouais. mais tu fais des chimios. Du coup, c'est quoi? C'est pour retarder l'attaque de la maladie et puis que peut-être à l'avenir on trouve des solutions parce qu'il y a d'office des recherches qui sont C'est ça. probablement faites en ce moment, c'est ça? T'as tout compris. En fait, c'est incurable parce que c'est une tumeur qui est très violente et qui attaque très vite. Donc, en fait, les chimios que je peux faire, etc., elles sont jamais suffisantes pour éradiquer à 100% la maladie. Mais les chimios peuvent éradiquer les métastases, comme ça a été le cas sur les poumons, et endormir, entre guillemets, la tumeur, ce qui a été le cas pour moi pendant 6 mois jusqu'à maintenant. On a réussi avec des chimios qui étaient quand même assez fortes à endormir la tumeur, ce qui fait qu'elle était plus active en fait. Sauf que le truc c'est que irrémédiablement elle reviendra toujours, elle se réveillera toujours. Donc on fera chimio sur chimio sur chimio pour l'endormir et retarder un maximum le moment où on pourra plus la gérer ou alors le moment où on trouvera le truc qui va me soigner. Mmh. Parce qu'il y a Donc en des fait thérapeutiques qui sont faits en ce moment. En ce moment, sur mon cas, il n'y en a pas. Mais bon, la médecine avance, donc il y a toujours de l'espoir. mmh et du coup, quand tu dis par exemple pendant 6 mois, ça veut dire que pendant 6 mois, tu as plus de chimio et tout va bien, à ce niveau-là, tu peux faire tout Ouais, ce que tu veux? exactement, tout à fait. Ça a été le cas donc de fin janvier à il y a 3 semaines, un mois, là. Alors, tout oui et non, puisqu'en fait, après une chimio, ta chimio, elle reste dans ton corps quand même plusieurs mois avant d'être complètement éradiquée du corps. Mais donc c'est 2 mois de grosse fatigue, le temps que ton corps il élimine Mmh. complètement la chimio. Et après, effectivement, je pouvais tout faire. Là, j'ai la chance, même aujourd'hui, d'avoir un cœur qui fonctionne très bien malgré qu'il y ait une tumeur dedans. Donc je pouvais tout faire, donc tous les sports, dans la mesure où j'étais pas trop fatiguée ou alors que mon cardio, parce que j'ai un cardio maintenant qui est complètement pourri forcément, mais je pouvais faire tout ce que je voulais quoi. Et du coup, est-ce que justement faire du sport améliore ton cœur à ce niveau-là, améliore ton cardio aussi? Alors le cœur non, pas spécialement, mais par contre, ce qui est important avec le sport et qui m'a été très conseillé, enfin c'est pour ça qu'on m'a conseillé de reprendre le sport, c'est que ça permet au corps de se solidifier le jour où il y aura un combat. Mmh. Donc là, typiquement, j'ai pris pas mal de kilos en fait, si tu veux, avant la maladie, j'étais à 60 kilos. J'ai perdu 10 kilos en l'espace d'un mois à peu près. Donc, très violent. Mmh. Et j'ai repris les 10 kilos. Et donc, ces 10 kilos-là me servent de réserve, en fait, si tu veux, pour le jour où je suis malade et je peux moins manger ou alors, voilà, et que mon corps a des réserves, en fait. Donc, Mmh. le fait d'avoir, d'être en bonne santé, de faire du sport, de bien manger et tout, c'est des réserves, en fait. Mmh. Enfin, on peut le Et voir. pour en revenir à ce que tu avais dit tout à l'heure par rapport au regard des gens sur toi, je pense que le regard des autres, dans la société, c'est un réel problème. Je pense que ça bloque beaucoup de personnes à réaliser plein de choses. Qu'est-ce que toi, l'ayant vécu très clairement, qu'est-ce que toi tu pourrais dire aux gens qui apportent trop d'attention au regard des autres, qui au final, ça les bloque pour faire plein de choses. Ils font, par exemple, toi, tu disais, je vais pas faire de billard parce que peut-être que les gens vont se dire que je suis une merde en billard, tu vois. Et Ouais, au tout à final, tu le fais et tu t'en fous. fait. Quels petits conseils tu pourrais donner à ces personnes-là? Souvent, les gens qui nous jugent, en fait, qui nous croisent dans la rue, par exemple, ils vont nous voir et 2 minutes après, ils vont nous oublier, en fait. Euh, et c'est pas eux qui vont vivre notre vie. Donc même si, donc au niveau du regard des gens dans la rue ou quoi, ils vont nous oublier dans 1 minute, mais au niveau du regard de nos proches et tout, en fait, c'est pas eux qui vont vivre pour nous. Donc qu'ils se moquent ou pas, en fait, ça va rien changer à qui on est vraiment. Donc enfin, pour moi, c'est une perte de temps que d'accorder trop d'importance au regard des autres. Je dis ça, mais en même temps,
comprends et conçois totalement que ça peut être une grosse barrière pour plein de gens et ça l'a été pour moi. Mais pour moi, c'est perdre du temps sur la vie que de prendre, de trop porter d'attention au regard des gens. Est-ce que toi, ta vision de la vie ou sur des choses en particulier, elle a changé depuis que tu as cette maladie? Oui, carrément. Mais en fait, je suis plus la même personne du tout. J'étais de base indépendante. Maintenant, je suis très indépendante parce que je sais que je suis capable de choses incroyables. Et en fait, maintenant, je vis vraiment à fond, quoi, pour le coup. Et je m'écoute. Je dis non si j'ai pas envie. Je dis oui si j'ai envie et que même si j'ai peur d'oser, je dis oui quand même. Et je vis plus, quoi, en fait. J'ai la sensation de vivre plus. Tu dirais que tu as des regrets là jusqu'à maintenant? Non. Aucun regret? Aucun regret parce que les regrets, enfin les choses que j'ai vécues font qui je suis aujourd'hui. Et évidemment, il y a des choses dont je suis pas forcément fière ou des choses dont j'aime pas trop parler ou me rappeler. Mais au fond de moi, je sais que c'est toutes ces choses qui m'ont construite et qui font que je suis qui je suis aujourd'hui et comment j'avance et la force que j'ai. Et puis ouais, c'est ça. Puis il y a aussi le côté du coup le côté Insta puisque du coup j'ai un compte sur lequel j'ai 25 000 abonnés, je crois, 25,6 aujourd'hui. Avec des gens qui me soutiennent au quotidien, qui en fait qui me soutiennent, mais visiblement je les soutiens aussi autant en partageant juste ma vie qui est pas ouf, enfin qui est pas y a rien d'incroyable, mais ça c'est un soutien énorme aussi et jamais de la vie avant j'aurais osé poster des photos où je suis pas genre physiquement parfaite ou Justement, toi qui me disais en off que tu étais un petit peu timide, je me dis, bah, lancer une page Insta dans laquelle tu te livres pour une personne timide, ça doit être clairement avoir du courage pour faire ça. ouais. Pourquoi t'es venue cette idée-là? En fait, faut savoir que je suis sur les réseaux sociaux depuis peut-être 7 ans. Et j'ai toujours eu un compte sur lequel je parlais de lecture, etc. Un compte sur lequel ça marchait bien. Puis j'ai arrêté avec les études. Et puis j'ai repris un peu plus tard sur mon compte actuel, Slowlyasa, sur lequel je partageais bêtement mes lectures, mes dessins, un peu bon la vie. Je suis tombée malade et j'ai partagé un peu ma vie, pareil, mais sans en faire non plus mon cheval de bataille en fait. Mon compte Insta, c'est moi, c'est pas mon combat. C'est tout ce que je suis en fait. Et j'ai fait une blague un jour en postant un réel, j'ai fait une blague où je disais que j'avais plus d'abonnés que de cils puisqu'à ce moment-là, j'avais presque plus de cils. En sachant qu'à ce moment-là, j'avais 135 abonnés. Cette vidéo a fait 4 millions de vues. Oh, waouh! Et du coup, ça a explosé sans que je m'y attende. Et sans que je le veuille. Enfin, j'en suis super contente et super fière, mais vraiment, à la base, c'était pas du tout parti comme ça, quoi. Comme quoi les réseaux. Ouais, comme quoi, après 7 ans de réseau, j'ai percé. Et est-ce que, tu vois, en période de chimio, tu passes quand même un peu de temps à l'hôpital, tu y vas assez régulièrement. Est-ce que tu as pu rencontrer des gens peut-être qui sont devenus des amis proches? Est-ce qu'on peut rencontrer des amis à l'hôpital? Alors, pour le coup, c'est vrai que je connais très bien l'équipe qui me suit, puisque maintenant, ça va faire 1 an qu'ils me suivent. Mais j'ai pas rencontré des gens qui sont devenus des gens dans ma sphère privée. Parce que je suis quand même dans mon coin, très souvent avec ma famille ou mes amis. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer d'autres gens. Après, ouais, c'est ça. Donc, j'ai pas, personne n'est rentré dans ma sphère vraiment privée d'amis, etc. Mais effectivement, les équipes de l'hôpital, tout ça, je les connais bien, ils me connaissent bien. Et on discute aussi de comment va ton chat, ton chien, ton enfant, et voilà quoi.
Mais après, je pense qu'il est possible de rencontrer des gens à l'hôpital. Parce que c'est un endroit où on peut tous se comprendre puisqu'on vit des choses similaires. Enfin, en fonction de ce que c'est. Mais je pense qu'on peut se faire des amis à l'hôpital. Et est-ce que depuis que tu as cette maladie, tu t'es coupé de certaines personnes que tu côtoyais auparavant? Non. Parce que j'avais déjà fait le tri, en fait. Enfin, c'est pas que je fais le tri, mais j'ai jamais eu énormément d'amis, mais du coup, les gens qui me correspondaient pas à 100%, bah, en fait, je les fréquentais plus. Donc, mais par contre, c'est vrai que je vais plus donner des nouvelles pour l'image. À ma famille, par exemple, ma famille éloignée de qui je suis pas très proche du tout, je vais pas donner des nouvelles pour donner des nouvelles, ou c'est soit tu es proche de moi et on a une relation ensemble, on s'apprécie, on se donne des nouvelles, etc. Soit pas. Ouais. Et j'ai l'impression que au plus j'avance, je me dis que on est un peu dans une société ou dans un monde où on est hyper impatient. On s'est plus concentré sur plus de 2 minutes. Un peu la preuve avec les réels, Ouais, etc. On veut tout de suite en 10 secondes, même si c'est 30 secondes, ça va être trop long parce qu'on veut l'info tout ça de suite. fait. Et dans ce cas-là, en x2 parce que on a Ouais, c'est ça, ouais. Mais par exemple, ouais, ouais, on écoute les vocaux en x2, etc. On prend plus le temps de se poser sans rien faire au final. ouais, tout à fait. Et en lien, peut-être, enfin, en lien, oui et non. Avec ça, on râle, on se plaint un peu, surtout pour des trucs de merde, clairement, on va pas se mentir. C'est quoi un petit peu ton avis sur ces deux choses-là? Maintenant que je pense que tu as pu prendre énormément de recul sur tout ça, Ouais. quand tu dois voir des gens qui râlent sur des trucs parce que ils n'ont pas de connexion Internet pendant 1 minute, qu'est-ce que toi, ça te fait à ce moment-là? Bah, en fait, moi, j'ai un mantra un peu, c'est que tant que c'est pas vital, on s'en fout. Je veux dire, il pleut, t'avais prévu d'aller faire une rando, bah, tu vas pas faire ta rando, c'est pas grave, tu vas pas mourir. C'est un peu cru, mais c'est devenu un peu ça. Et dans un autre contexte, parfois mes proches se plaignaient et me disaient de tout et de rien, de oh j'ai les cheveux gras, ça fait chier, alors que moi j'avais plus de cheveux. Et après on me disait mince, je peux pas me plaindre devant toi. Et je leur dis mais si, parce qu'en fait c'est pas parce que je vis quelque chose de chiant que t'as pas le droit de te plaindre comme tout le monde au quotidien, quoi. C'est important pour moi que mes proches ne changent pas vis-à-vis de moi juste parce que je suis malade, parce que je reste la même personne. Mais c'est vrai que sur tout ce qui est impatience et tout, bah, écoute, prends ton temps, prends ton mal en patience. Et en fait, et puis les réseaux, c'est pas vital non plus. Donc si ça marche pas, si ton réel il marche pas, ben c'est pas grave. Ça fait chier. Je dis pas. Parfois j'ai passé des heures de montage sur des vidéos qui ont pas marché. Ça fait chier. Mais c'est pas grave. Ouais. Et dans tous les cas, quand tu seras sur ton lit de mort, c'est pas, tu seras pas sur ton téléphone, tu vois. Donc faut juste vivre les vraies choses. Insta, enfin les réseaux, ça peut être hyper cool. Ça peut apporter beaucoup de connaissances, beaucoup de soutien et tout. Mais il faut savoir faire la part des choses aussi, quoi. Chose que j'arrive pas toujours à faire, mais Est-ce que tu as peur de l'inconnu? non. Parce que quoi qu'il arrive, on y va, on se battra. Et je dis on parce que ce soit moi, la maladie, ou que ce soit mes proches, autre chose, peu importe. On se battra, on y va, et voilà. Qu'est-ce que tu dirais que la maladie t'a appris, que ce soit sur toi ou sur la vie de manière globale? Que la vie est bien plus fragile qu'on ne le pense. Que dans le quotidien, on se pense tous un peu invincibles, hein, disons-le. Et moi, la première, mais qu'en fait, on n'est pas invincible. Donc, il faut prendre soin de soi et vivre pour de vrai, parce que le jour où il y a des merdes qui t'arrivent, eh ben, t'es bien content d'avoir des bons souvenirs ou d'avoir des proches qui te soutiennent et qui sont là. Donc, en fait, faut vivre, quoi. C'est un peu cliché, hein. Enfin, c'est complètement cliché. Mais, mais ouais, je dirais ça. Mais tu vois, justement, pour rebondir là-dessus, euh, j'ai un peu créé ce podcast aussi pour ça, mais j'ai l'impression que justement, plein de gens ne vivent pas réellement parce que elles sont dans un travail qu'elles n'apprécient pas spécialement. Je pense que pour voir ça, tu te balades dans les transports en commun le matin, tu vois que les gens ils sont pas heureux, donc ils sont pas Ouais, heureux d'aller travailler, d'aller ouais, faire ce qu'ils font
tout à fait. majoritairement dans leur vie. Ouais. Et je sais pas, j'arrive pas à comprendre comment tu peux. En fait, j'ai l'impression que plein de gens passent à côté de leur vie. Genre, c'est plus survivre que vivre, quoi. Au final. Je pense que déjà, pour moi, déjà, il y a un point qui est un peu central, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de passion ou pas de hobby. Et si t'as pas de hobby, de trucs qui te plaisent, que t'aimes faire, t'as hâte de faire ou quoi, tu rentres chez toi le soir et tu fais quoi? Tu fais rien en fait. Tu regardes la télé parce que t'as rien à faire. Et oui, je trouve que beaucoup de gens passent à côté de leur vie. Et c'est vrai que parfois le boulot est chiant. Moi, j'ai fait un boulot que j'ai beaucoup aimé, mais tous les jours, il y a des jours où j'avais pas forcément envie d'y aller. Mais en fait, soit tu te débrouilles pour faire un métier mieux, soit c'est comme ça. Et dans ce cas-là, enfin, le mieux c'est de profiter de la vie à côté, tu vois, parce que ok, ton travail c'est peut-être 8h, 18h, mais de 18h à 22h, t'as la place de faire des choses qui te plaisent et de pas passer à côté de ta vie et de pas passer ta vie à regarder qui a publié quoi, ou est-ce que ma dernière photo est parfaite, ou est-ce que parce que c'est pas ça la vraie vie. Et encore une fois, le jour où tu auras besoin de soutien, c'est pas ces choses aussi enfin pas immatérielles, mais c'est pas ça qui compte, quoi, tu vois. Mais est-ce que tu crois vraiment que moi je pense que tout le monde a une passion ou des hobbies. C'est juste que je pense que les personnes qui disent qu'elles n'en ont pas ne prennent pas le temps de savoir ce qui leur fait vraiment kiffer. Je suis d'accord. Ça rejoint un petit peu quelque chose quand quelqu'un me dit qu'il aime pas lire. Pour moi, c'est pas possible de pas aimer lire. C'est juste que t'as pas trouvé le type de livre qui te plaît, que ce soit un magazine, un roman, du développement personnel, peu importe. Et du coup, c'est un peu, c'est une philosophie que tu peux un peu adapter à tout. En fait, effectivement, je suis sûre que tout le monde a des passions, des hobbies, mais en fait, il y a plein de gens qui cherchent pas vraiment à trouver ce qui leur plaît, ou qui restent dans la morosité un peu, tu vois. Et peut-être parce que si la lecture, tu peux pas faire du x2 si tu Ouais, lis. tout à fait. Et peut-être que les gens n'ont pas envie. Ouais. Franchement, des fois, ça peut m'arriver quand je me mets à lire, t'as l'impression que putain, t'as envie de faire un autre truc comme si Ouais, tu faisais rien ouais, quand ouais, tu lisais, carrément. tu vois, comme si c'était de la perte de temps parce que Ouais. ça prend un peu de temps, mais au final, en fait, Ouais. ça te fait un bien fou. Il y a tellement de choses intéressantes à Ouais. lire. Tu disais, il y a plein de types différents de bouquins. Tu as des trucs qui te servent, qui t'apprennent des choses sur la vie incroyables, tu vois. Parce que lire, ça veut pas forcément dire lire du mot passant, tu vois. Tu peux lire un magazine sur les voitures et c'est de la lecture. Mais bon, après, tu peux ne pas aimer lire, je pense, mais c'est pas le sujet, mais c'est l'idée, tu vois. Mais, mais la question de l'impatience et tout, enfin, les réseaux ont complètement cassé ce qu'on peut faire en tant qu'humain de lire, de regarder quelque chose et tout, ça a été complètement brisé à cause de TikTok, à cause des vidéos courtes, des reels. Ça, c'est clair. Hein. On est combien à regarder un film en ayant notre téléphone à la main? C'est catastrophique. Et moi, la première, hein, je suis pas parfaite. Ok, je lis, j'arrive, j'essaie d'avoir de la patience, mais enfin, notre génération est complètement là-dedans, quoi. Maintenant, clairement. Ouais. Et j'aimerais savoir quel est ton lien, quelle est ta relation avec la solitude. Je suis très solitaire. Depuis toujours, j'ai toujours apprécié ma compagnie seule. Et j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi ou grâce à quoi, mais j'ai toujours su faire les choses seule. Ça me gêne pas d'aller faire du shopping toute seule, d'aller manger au resto toute seule, d'aller au ciné. Ça me gêne pas. Et je pense que justement, c'est grâce aux réseaux qui ont déconstruit ce truc de tu dois toujours être avec quelqu'un pour faire ce genre d'activité. Et aussi le fait que moi, quand je suis arrivée dans ma ville d'études, quand j'ai déménagé, je connaissais personne. Et j'avais pas envie de rien faire de mes journées parce que je connaissais personne.
Donc, je suis sortie seule. Et voilà. Et en lien avec ça, est-ce que tu penses qu'il faut être bien seul pour être bien avec les autres? Et aussi, est-ce que tu penses qu'il faut savoir s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres? Alors, s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres, je sais pas. Je suis persuadée qu'on peut ne pas s'aimer, mais aimer les autres. Mais par contre, effectivement, il faut savoir s'aimer et savoir profiter de sa compagnie seule. Ça, c'est comme, enfin, pour moi, c'est hyper important, ouais. Parce que je me dis, déjà, si tu t'aimes pas toi-même, est-ce que tu acceptes que d'autres personnes puissent t'aimer? Ça, c'est une vaste question, hein. Ouais. Je sais pas. Je me suis jamais pas aimée au point de. J'ai jamais eu 100% confiance en moi ou quoi, mais je me suis jamais pas aimée au point de me dire, mais pourquoi quelqu'un d'autre m'aime? Mhm. J'ai de la chance de ce côté-là. Est-ce que parfois tu te demandes pourquoi ça m'arrive à moi, cette maladie, pourquoi elle m'arrive à moi? Peut-être un peu de culpabilité en pensant que c'est de ta faute alors que t'as rien fait et que ça tombe comme ça. Je sais pas, peut-être que tu as plein de pensées qui te viennent en tête quand ça va un peu moins bien, alors qu'en Ouais, fait, c'est des trucs que tu ne peux pas gérer et que tout à tu ne fait. peux pas maîtriser. Ouais, parfois je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ou alors, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive à moi alors que je suis quand même une personne bien. Enfin, en tout cas, je suis en accord avec mes valeurs et comme je te disais, je suis quelqu'un qui est quand même à la base en bonne santé. J'ai une bonne hygiène de vie, donc pourquoi ça m'arrive à moi alors que j'ai tout fait pour que ça aille bien. Ouais, parfois je suis en colère et parfois je me demande mais pourquoi? Mais effectivement, il n'y a pas de réponse en fait. Donc, mais parfois, il faut laisser les émotions sortir, c'est hyper important. Mhm. Ouais, Sans pleurer d'être en colère contre tout et rien, parce que c'est pas juste. mhm. Mm. Et est-ce que le fait de un jour quitter ce monde, ça te fait peur? Non, moi, ce qui me fait peur, c'est la douleur. Ok. En fait, j'ai pas peur de mourir. Euh, Disons que dans mes cauchemars, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur d'avoir mal. J'ai peur de me retrouver à nouveau, parce qu'il y a une période au tout début de ma maladie où vraiment c'était critique. Pour totalement être transparente avec toi, j'ai écrit mon testament avec les médecins. Donc moi, ce qui me fait peur, c'est cet état-là en fait. C'est les douleurs, c'est ne rien pouvoir faire parce que bah, t'es cloué au lit et que t'es hyper mal, parce que les douleurs, parce que les sensations, parce que t'es hyper malade. Et c'est ça qui me fait peur moi. Mhm. Et ce qui me fait peur aussi, c'est la peine de mes proches. Ouais. Et est-ce que dans les personnes que tu as pu croiser, que ce soit depuis ta maladie ou même dans ta vie de manière générale, est-ce qu'il y a une phrase ou des mots qu'on t'a peut-être dit qui t'ont marqué et peut-être qui t'accompagnent encore aujourd'hui? Il n'y a pas de phrase particulière. Mais c'est plutôt des choses du style t'as des ressources en toi qui sont immenses. Je suivais beaucoup une influenceuse sportive, Marine Leleu, je sais pas si tu vois qui c'est, Ouais. qui disait que le corps est une machine. Et c'est vrai que ça c'est quelque chose que je me rappelle souvent. Et je me dis que le corps est une machine formidable et qu'on peut faire des choses formidables. Mais Mhm. après, par contre, il y a étonnamment des choses négatives qui me motivent. C'est-à-dire que, par exemple, on m'a dit ah ben tu travailles plus, t'as de la chance, tu profites. Et en fait, moi de cette négativité-là, moi j'en sors plutôt du ben non justement, je profite de ce que j'ai, tu vois. Mhm. Ouais. Et c'est comme ah t'as de la chance de plus travailler. Moi ça me fait chier d'aller au travail tous les matins. Et moi j'aimerais bien aller à l'usine. J'aimerais bien avoir la santé d'aller au boulot, tu vois. Donc Ouais. c'est des choses un peu négatives qui me motivent. Je sais pas si on peut dire ça, mais Ouais, c'est fou de lâcher des trucs comme ça. Enfin ouais. bref. Après, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas forcément compte, Oui. mais c'est comme
il y a plein de gens qui me laissent des commentaires en me disant bon courage pour la maladie, moi j'ai tel proche qui est mort du cancer. Et en fait, je comprends que la personne me dise ça parce que ça veut dire je te comprends et j'ai été dans la douleur et bon courage, mais en fait c'est horrible de recevoir des messages en disant t'inquiète, je sais que tu vas mourir un jour, courage. Enfin c'est un peu ça, tu vois, c'est genre Ouais. voilà. Et tu vois, on parlait du fait d'être jugé, de la différence, etc. Je pense que la société fait que dès que t'es différent, dès que tu t'éloignes un peu du chemin que tous les gens sont censés suivre pour être heureux, entre guillemets, heureux selon la société, pour être accepté, si tu sors de ça, t'es jugé, t'es critiqué, t'es rejeté. Comment arriver à être authentique dans ce monde qui au final est marqué que par des apparences et toutes ces attentes sociales ou comme tu veux les appeler? Je pense qu'il faut avoir des valeurs et être le plus possible en accord avec ces valeurs. Parce que effectivement, notre monde, c'est que du superficiel, en fait. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu scrolles et c'est telle technique pour faire du sport. Mais pour faire du sport, pour être beau. J'ai acheté ça. T'as acheté ça parce que c'est pour le mettre pour être beau. T'as fait ça parce que c'est les gens vont le voir. Enfin, tu vois, c'est au final, bon, tous les contenus sont pas comme ça, évidemment, mais souvent, en fait, on regarde des trucs et en fait, ça revient toujours au superficiel. Et moi, je pense que il faut savoir se couper des réseaux sociaux parce que en fait, ça nous permet de savoir qui on est vraiment, quoi. Et puis, ouais, avoir des valeurs et tenter le plus possible d'être en accord avec ces valeurs-là. Si tes valeurs, c'est d'être une bonne personne, d'être gentil et d'aider les gens, le fait d'essayer d'être au max en accord avec tes valeurs, ça fera de toi quelqu'un d'authentique, je pense. Et puis pas se cacher derrière la superficialité des choses, ou pas trop. Tu penses que trop consommer les réseaux sociaux veut dire que tu as un mal-être intérieur un petit peu? Non, je pense pas. Que tu as un manque peut-être? Je pense que tu as un... Ouais, il y a un manque de quelque chose. Mais je pense que ça peut être aussi très bénéfique. Dans quel sens? Enfin, les réseaux peuvent être bénéfiques dans le sens du soutien, d'apprendre des trucs aussi, tu vois, parce que moi, par exemple, toutes mes connaissances sportives, je les dois à mon coach aussi, mais je les dois à Internet, au réseau. Donc, compliqué. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu regardes les médias, tout ce qui est journaux télévisés, etc., journaux en lecture aussi, sur papier? Je regardais beaucoup, notamment pour mes premières années d'indépendance de mes 17 à l'année dernière, mes 17 ans à l'année dernière, parce que j'étais en histoire, donc il fallait être au courant des nouveautés pour pouvoir débattre des choses, etc. De deux, c'est hyper important d'être au courant de ce qui se passe dans son monde, parce que même si c'est pas nous qui faisons les lois ou qui bon, on est quand même, on participe quand même plus ou moins à plein de choses, par exemple au fait d'être plus écolo et tout. Même si nous, on va pas changer la face du monde, mais c'est avec des petites choses que on peut être encore une fois en accord avec ses valeurs. Mais par contre, il est vrai que depuis que je suis malade, je regarde plus rien parce que je suis déjà très angoissée de la vie, de la maladie, des douleurs, comme je te disais, que j'ai pas la force de regarder les médias parce que les médias sont toujours négatifs. Et ça, j'ai pas la force de le lire tous les jours, tu vois. Quand il y a eu les dernières élections, là, c'était les législatives et je sais plus quoi d'autre, là, les dernières, qu'on fait beaucoup de débats sur Internet, j'ai appris qu'il fallait aller voter parce que j'ai vu des gens qui ont dit allez voter.
mais pas du tout parce que j'ai lu dans les médias qu'il y avait des élections. Donc non, je suis plus rien. Même l'écologie qui est quelque chose de très important pour moi. Et j'étais très combattante à ce sujet-là avant. Je regarde plus parce que ça m'angoisse de voir que la planète est de pire en pire. Donc je regarde plus en fait. Et au final, c'est aussi, j'ai l'impression, le fait qu'on te montre ce qu'on veut te montrer aussi. Donc, c'était pas spécialement ce qu'on te montre. Enfin, ce qui se passe dans le monde n'est pas spécialement ce qu'on te montre. Parce que, comme tu le dis, on te montre que des choses négatives. Oui. À croire qu'il se passe que du négatif dans le monde. Et à croire aussi que si on te montrait que du positif, l'audience ne suivrait pas. Mais ce qui est totalement malsain, je trouve, au final, ça veut dire qu'on a envie de regarder des trucs qui se passent pas bien. Ouais. Peut-être pour se rassurer de sa vie qui est pas bien. Bah, moi, je pense que l'humain de base cherche toujours le plus extrême. Les vidéos, c'est toujours la voiture la plus chère ou la catastrophe la plus grave. C'est toujours plus, tu vois. Dans les livres, pareil, tu lis le truc qui est toujours le plus gore. Les films d'horreur, c'est quel film est le plus, tu vois. Et donc, effectivement, on nous montre que des choses négatives. Les plus grosses catastrophes, ou bien tous les jours, il s'est passé ça, alors qu'il y a plein de choses positives qui se passent. Et bon, les médias se réveillent un peu sur ça, je pense. Mais effectivement, on nous montre ce qu'on veut nous montrer et ce qui fait de l'audience. Ouais, malheureusement. Ouais. Tu dirais que c'est quoi la chose pour laquelle tu es la plus fière aujourd'hui? De moi. De moi parce que j'ai vécu un cauchemar. Je le dis haut et fort. Avec tout ce qui a été à l'hôpital, avec tous les traumatismes que ça a créé, les opérations qui se sont mal passées. Mais aujourd'hui, j'en suis là. Je suis debout. Je remarche. Je vis. Et c'est ça dont je suis la plus fière de moi-même, en fait, d'avoir combattu tout ça et de pas avoir lâché. Est-ce que c'est peut-être une question. Enfin, est-ce que si tu pouvais ne pas avoir à vivre cette maladie ou ne pas l'avoir vécue du tout, est-ce que tu choisirais cette option-là ou tu garderais l'option de l'avoir? Alors, c'est une question que je me pose souvent et les deux réponses sont les bonnes parce que, évidemment, j'aimerais ne pas être malade. J'aimerais pouvoir vivre jusqu'à 60 ans ou même jusqu'à 40 ans. Mais en même temps, cette maladie m'a tellement changée et a tellement fait de moi la personne que je suis, qui est encore plus forte aujourd'hui, que je me verrais pas repartir à la personne que j'étais avant. Mais en même temps, j'aimerais bien ne pas être malade et ne pas avoir vécu tout ça et ne pas avoir tous ces traumatismes. Parce que au-delà de la santé physique, il y a la santé mentale qui parfois est très compliquée. Je suis suivie de manière très rapprochée parce que j'ai des traumatismes qui ont été créés à cause de la maladie, à cause des opérations, à cause des traitements. Et ça, en vrai, je pense que si je pouvais l'effacer, je l'effacerais. Ouais. Je préfère être la personne que j'étais avant, un peu naïve ou un peu trop superficielle ou quoi que je l'étais pas vraiment, mais je préférerais redevenir à qui j'étais avant et avoir d'autres épreuves qui me forgent plutôt que celle-ci. Tu penses qu'on doit avoir des grosses épreuves pour réellement s'accomplir, être heureux dans sa vie? Tristement, Être fier de soi? ouais. Tristement, je pense que oui. Mais après, la plupart des grosses épreuves, on s'en sort finalement. Après, il y a la phrase, tu sais, qui dit que toute épreuve donne des leçons. Enfin, je sais plus trop comment c'est, mais comme quoi toutes les épreuves finalement sont positives. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi là, j'en tire du positif, mais parce qu'il faut bien continuer à vivre. Mais quand tu perds ton enfant, il y a rien de positif. Donc c'est vrai que cette phrase de toutes les choses négatives peuvent être positives, je suis pas d'accord avec. Et étonnamment, j'ai un tatouage qui veut dire
que toutes les choses positives ont quelque chose de négatif. Non, que toutes les choses négatives ont quelque chose de positif. C'est un petit smiley que je me suis fait là il y a 3-4 ans. Mais en fait, je suis pas d'accord avec cette phrase. Je suis plus d'accord avec cette phrase. Ok. Mais je pense que oui, il faut. Malheureusement, je pense que c'est les épreuves qui forgent et qui font qu'on peut être fier ou heureux plus tard. Mais ça dépend des épreuves. Tu parlais d'enfant. Si tu rencontrais ton toi de 5 ans, en sachant tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de rester forte et de profiter des petits moments. Et de pas attendre des trucs, des gros moments de joie, tu vois, de profiter des petites choses de la vie. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup bouffé pendant une grosse partie de mon adolescence et le début de ma vie adulte. Parce que j'ai des troubles psy qui ont été dus à d'autres choses, mais qui font que je ressentais toujours un vide et que j'avais besoin de toujours plus pour me sentir complète. Je pense que je dirais à l'enfant de 5 ans de pas attendre des choses, des grosses choses pour être heureuse. Pas attendre. C'est débile ce que je vais dire, par exemple, parce que ça me concerne pas, mais n'attends pas qu'on te demande en mariage pour être heureux, tu vois. Sois heureux de boire une tasse de thé avec ta pote et tu vois. Je pense que je lui dirais ça et de rester fort. Tu penses que la majorité des gens sont justement là-dedans à ne plus pouvoir apprécier des choses simples de la vie? Ouais, ouais, je pense que bah encore une fois, tu vois, les réseaux nous montrent toujours plus, toujours plus. Donc en fait, on nous apprend pas à être heureux des petits moments. On nous apprend pas à profiter d'un café avec une amie ou des draps tout propres qui sentent la lessive. On nous apprend à profiter parce que on a acheté un sac de luxe qui a coûté 5000 balles ou on a fait un voyage à l'autre bout du monde. Et on nous apprend pas et nous-mêmes on véhicule pas. Enfin moi j'essaye, mais bon à mon échelle, on véhicule pas l'idée de profiter des petites choses. Je trouve pas En assez. fait, c'est comme si on cherche toujours à être heureux avec des nouveaux trucs, des nouveaux trucs, des nouveaux trucs. Au final, sans jamais l'être, Ouais, alors alors que tu pourrais l'être sur l'instant T. c'est pas. Tu peux être heureux parce que tu as des fringues qui sont trop beaux, mais ils sont déjà à toi. T'es pas obligé d'en acheter d'autres pour être content. Et tu peux être heureux de ce que t'as en fait. T'as déjà, en fait, t'as déjà la porte ouverte pour le bonheur. T'as pas besoin de le chercher tout le temps. Il est déjà là. C'est très cliché. C'est très cliché, mais en fait, finalement, le bonheur, on peut tous, bon, plus ou moins, évidemment, encore une fois, tu parles de ça à quelqu'un qui est dans des camps de travail, les Ouïghours et tout. Bon, je mesure mes paroles, mais actuellement, on a tous plus ou moins la part de bonheur dont on a besoin, mais on cherche toujours plus pour être heureux. Alors qu'en fait, on peut y avoir accès déjà dans notre vie, je pense. Une question bateau, mais est-ce que tu penses que l'argent fait le bonheur? Ouais. Ouais, je pense parce que je viens d'une famille modeste. Il y a des fois où mes parents ne pouvaient pas m'aider pendant mes études, donc je me débrouillais avec mes bourses et tout. Et il y a des fois où ben j'avais faim ou alors, enfin faim, c'est un grand mot parce que j'avais pas faim, mais bon, il y a des fois où tu vois, tu t'inquiètes financièrement. Et oui, pour moi, l'argent fait le bonheur. Enfin, aide au bonheur. Parce que t'as rien dans ton frigo ou alors t'as ton frigo rempli de tes aliments préférés, bah tu vas pas te sentir de la même manière, tu vois. Tout ton frigo, il y a rien, bah alors que tout ton frigo et il y a ce que t'as envie de manger, bah t'es content. Ouais. Mais c'est pas parce que t'es richissime que t'es heureux. Parce que typiquement, par exemple la santé, tu peux être l'homme le plus riche du monde, si t'es malade, t'es malade. Ouais. Donc l'argent aide au bonheur quand même. Et maintenant, comment toi, tu définis le bonheur? Comme le fait de profiter de la vie euh, sans chercher toujours plus avec les bonnes personnes. Pour moi, le bonheur, ça signifie être bien avec soi-même et être bien entouré.
pour être bien entouré, pour profiter de tes passions. Par exemple, si ta passion, c'est, je sais pas, de faire du foot, faire du foot tout seul, c'est compliqué, tu vois. Alors que si t'es entouré de potes et que t'aimes trop faire du foot avec tes potes, ben, c'est trop cool. Donc ouais, pour moi, la définition du bonheur, c'est être bien avec soi-même et être bien entouré et profiter sans attendre toujours plus, je pense. Et tout à l'heure, on parlait du regard des gens qui peut peut-être t'empêcher de réaliser des choses, mais je pense qu'il y a aussi la peur de l'échec, le manque de courage, plein de choses au final qui sont des excuses utilisées par certaines personnes pour ne pas atteindre leurs vrais objectifs, les choses qu'elles ont vraiment envie d'atteindre. Qu'est-ce que Ouais. toi, tu pourrais dire à ces personnes-là pour que justement elles se lancent à fond dans ce qu'elles veulent réellement faire? Qu'il faut se donner les moyens pour y arriver, que pratiquement rien n'était impossible, et il faut se donner les moyens d'y arriver, et il faut réussir à briser cette carapace de peur, de peur d'être jugé pour faire ce qu'on aime vraiment, en fait. Et puis, c'est très cliché encore une fois, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera jugé par des gens. Donc, autant y arriver et arrêter de se trouver des excuses, parce qu'en fait, les excuses, c'est fait pour s'en servir, mais ça amène à rien, en fait. Très vrai. Selon toi, c'est quoi réussir sa vie? Être heureux. Pour moi, c'est ça. Être heureux, être en accord avec ses valeurs et pouvoir accomplir les choses qu'on veut. Si ta passion, c'est de voyager, donne-toi les moyens et tu auras une belle vie. Enfin, autant que possible, parce qu'encore une fois, il y a des épreuves et que les épreuves, on les gère pas. Enfin, on n'est pas, on peut pas les prévoir, mais ouais, je pense que pour moi, réussir sa vie, c'est être en accord avec soi, profiter et se donner les moyens. Réussir sa vie, c'est ça pour moi. Est-ce que c'était un petit peu en lien avec la question que je t'avais posée, si une phrase que quelqu'un t'avait dite qui t'avait marqué, mais est-ce que de manière plus globale, toi, tu as une phrase qui t'accompagne? On y va. Justement, ouais, c'est cette phrase de bah écoute, on en est là, donc on y va en fait. Tu vois, c'est vraiment c'est une phrase que j'ai surtout beaucoup sortie au début quand on me disait bah voilà, tu pars au bloc dans 2 heures, bah y a pas le choix, on y va. Et c'est ça, c'est en fait c'est un peu mon mantra en fait. On y va. Et tant que c'est pas mortel, bah on y va. J'ai un peu ce truc de on-off, tu vois, c'est noir ou blanc, c'est si c'est pas mortel, on y va quoi. Ou Ouais. si c'est pas vital, c'est pas grave. Une belle mentalité de guerrière au final, de penser J'essaie. ça comme ça. Après tu vois, ça marche aussi pour tout ce qui est matériel aussi. Tu vois, tu casses ton PC à 2000 balles, ben ça fait chier. Ça fait vraiment chier. Mais c'est pas vital, tu vois. Et ça, je pense que je l'ai avec la maladie, parce qu'avant cette question de mort, de c'est vital, pas vital, je l'avais pas vraiment, tu vois. J'ai toujours été assez optimiste, pas très matérialiste, bien que je le sois sur certains points. Mais maintenant, c'est ça qui rythme un peu, quoi. Mhm. C'est pas vital, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu as pu apprendre sur la vie ou sur toi et que tu aimerais transmettre aux autres? De faire confiance à la vie, du coup, et, euh, et de s'entourer des bonnes personnes. Franchement, s'il y a un conseil que je donnerais, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Et surtout, ce qui vient avec, du coup, c'est de ne pas avoir trop de fierté. Parce que quand tu as trop de fierté, selon moi, en tant que fille, parce que je sais que les hommes et les femmes n'ont pas le même ego, la même fierté et tout, mais euh, pour moi, c'est hyper important de dire aux gens que j'aime que je les aime, ou ce genre de choses. Donc, pas avoir peur d'aimer les gens qui sont autour de nous, de leur dire et de bien s'entourer.
Franchement, bien s'entourer, c'est parce que moi, si je suis là, ça va être très cru, mais si je suis là, c'est parce que je voulais pas faire de la peine à ma famille et que je me suis battue pour pas mourir pour eux. Tu vois, c'est en fait quand j'étais vraiment au plus bas, au plus grave, ma mentalité c'était on y va parce que je veux pas vous abandonner. Tu vois, je veux pas faire de ma mère une mère qui a perdu un enfant ou de mes sœurs. Tu vois, ou mon copain, j'ai pas envie qu'il soit, on n'est pas mariés, mais qu'il soit veuf, tu vois. Donc on se bat. C'est, en fait, c'est ce qui m'a aidé à trouver de la force. Ça a été la raison de pourquoi je me suis battue. C'est quoi tes plus grandes peurs? La douleur et ouais, la douleur, la torture. Je sais pas pourquoi parce que j'ai jamais été torturée. Mais bah, du coup, ça fait la douleur et la peine de mes proches. Ça revient beaucoup, mais la peine de mes proches, ça, c'est quelque chose que je supporte pas, tu vois. Parfois, je préfère ne pas parler de ma maladie ou d'autres choses parce que j'ai pas envie que mes proches aient de la peine, tu vois. Et du coup, quoi, tu te livres peut-être plus à la personne qui te suit psychologiquement Ouais, pour un peu, parce que je pense que tout garder pour toi n'est pas la solution non ouais, plus. non. Tu as besoin Ouais, de ouais. te livrer sûrement. Donc, Ouais, c'est ça. Parler aux bonnes personnes. Après, je parle quand même très librement à ma famille, à mes proches. Quand ça va pas, je leur dis, je les appelle et tout. Mais c'est vrai que quand il y a des choses assez crues qui, par exemple, une de mes plus grandes tristesses dans tout ça, si ce n'est la plus grande tristesse, à part le fait que je vais mourir plus tôt que tout le monde, c'est que je peux pas avoir d'enfant. Et en fait, techniquement, je pourrais peut-être en avoir, mais je refuse d'avoir un enfant qui perdra sa mère. Donc, je ne veux pas avoir d'enfant. Je ne veux jamais avoir d'enfant parce que je veux pas qu'un enfant ait cette douleur-là. Et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Je sais plus. Ah oui, et donc ce sujet-là, par exemple, j'en parle avec ma psy. J'en parle pas avec mes copines. En soi, je pourrais parce que je sais qu'elle m'écouterait et tout, mais c'est un sujet qui me touche tellement, qui est tellement dur que j'en parle aux professionnels. Tu vois. ouais. Et maintenant, pour clôturer cet échange, je te laisse le ou les mots de la fin. C'est une grosse responsabilité. Exactement. La pression est de mise. Je vais commencer en disant que je suis très contente d'avoir discuté avec toi parce que c'est chouette de pouvoir parler de soi hein, et de comment je vois la vie. Et je voudrais juste dire aux gens de pas oublier de vivre et de parfois mettre un peu de côté tous ces trucs matérialistes ou un peu superficiels et de pas oublier de vivre. Et que dans la vie, il y a toujours des épreuves. Personne n'a une vie parfaite. Donc autant kiffer en attendant ces épreuves-là plutôt que se morfondre de tout. Et ne pas oublier que notre corps est une machine formidable et que quand on veut, on peut. Il faut juste s'en donner les moyens. Mais écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était un plaisir pour moi aussi. Et Écoute, merci moi aussi. d'avoir pris ce courage parce que je pense qu'il faut vraiment beaucoup de courage pour accepter de parler de tout ça à des inconnus au final parce que tu ne connaîtras potentiellement pas tous les gens. Mais je pense Ouais, que c'est ça vrai. peut clairement aider, aider peut-être Ça des personnes qui fait sont à... dans le même cas que toi ouais, ou des personnes qui ont des moments difficiles. Et même ceux qui n'ont pas spécialement de moments difficiles, moi je trouve que ton discours est hyper inspirant. Tu as l'air de prendre ça avec une telle légèreté, d'être happy et tout, alors que tu te dis en fait des problèmes du quotidien, il y a des trucs, c'est tellement de la merde et on en fait tout un truc, alors qu'il y a des choses tellement plus importantes que ça. Donc merci pour ce Écoute, partage-là. merci à toi, franchement, c'était vraiment un plaisir et c'est toujours un plaisir de pouvoir partager mon expérience et voilà. Je voulais juste revenir sur un petit point
auquel je pense et qui revient beaucoup. Souvent, on me dit que j'ai beaucoup de courage de combattre tout ça, ou pas forcément d'en parler, tu vois, mais de combattre tout ça surtout. Et je voulais juste dire que, en fait, c'est pas du courage, c'est juste que j'ai pas le choix. Et souvent, genre, j'ai parlé avec des gens malades et qui me disaient, c'est vrai qu'on n'a pas du courage, on a juste pas le choix, en fait. Enfin, j'ai le choix, je pourrais me laisser mourir, mais qui a envie de se laisser mourir? Personne. Dans ces moments-là, c'est la vie qui prime. C'est l'envie de vivre. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. Le mot Moi, de je la... vois ça quand même comme du courage. Ouais. En tout cas, ça me touche quand même beaucoup. Et je suis Et très puis, contente d'avoir fait cette interview. et puis au-delà de ça, c'est courageux d'en parler. Ouais, ça, par contre, je suis d'accord. À ce niveau-là, je pense que c'est. Bah, Donc, j'ai un voilà. peu fermé les œillères hier qui me disaient ça fait peur. Et je me suis dit, bon, vas-y, c'est pas grave, on y va, on parle. Et de toute façon, ça peut pas mal se passer. Tu vois, comme je te disais, je vais pas potentiellement dévoiler un secret de la NASA. Au pire, au pire, rien, en fait. Donc, c'était hyper cool. Non, franchement, ouais, top. Merci beaucoup. Bah, merci Et, à toi.